Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 180, et aujourd'hui, je parle de comment le storytelling m'a amené à tuer mon syndrome de l'imposteur et à arrêter de douter de ma valeur professionnelle. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser avec le contenu d'aujourd'hui où je vous parle de comment le storytelling m'a aidé à me réapproprier ma valeur professionnelle et aussi à repenser à la marque que je voulais laisser au niveau professionnel, encore une fois. Je veux m'assurer que vous avez pris votre place pour la série de 3 masterclass, le micro-programme Magnétise ton histoire sur le storytelling, la notoriété et la conversion, qui est un mini-programme à travers 3 masterclass où je parle des piliers de la résonance marketing et où je vous amène à travers un parcours de découverte des meilleures pratiques de création de contenu afin de vous faire voir, connaître, considérer par vos clients champagne. On parle autant des éléments d'une histoire personnelle qui va captiver, qui va convertir et qui va faire sens dans votre écosystème de marque. Ensuite, on va parler de comment amener son client à comprendre la valeur de ce qu'on offre à travers le storytelling, à travers le contenu. Et enfin, on va parler de comment passer d'inconnu à expert dans un environnement saturé pour se protéger de la compétition et pour toujours avoir un niveau, un step up, comme on dit, dans la réflexion des gens autour de notre offre, autour de notre service. Donc, toutes les masterclass sont enregistrées, vont être disponibles en rediffusion à vie et vous allez aussi avoir la chance de venir poser des questions, de vous faire coacher, d'avoir du feedback par rapport à votre utilisation du storytelling dans votre entreprise. Et naturellement, je vais aussi ouvrir les portes pour la prochaine cohorte live de positionnement authentique qui va être lancée dans quelques semaines seulement, qui est un des programmes les plus transformateurs que j'ai jamais créé dans mon entreprise, celui que tous mes clients, sans exception, passent à travers, que ce soit des clients en coaching individuel dans mes anciens programmes comme Money Brand, n'importe qui veut travailler sur sa marque, sur son messaging, sur son contenu, sur sa façon d'utiliser son marketing d'une façon consciente et intentionnelle, passe par positionnement authentique. C'est pas un programme de débutant, c'est pas un programme d'avancée, c'est un programme à travers lequel moi-même, je passe à chaque fois que je crée une nouvelle offre, à chaque fois que je sens qu'il y a un pivot dans mon entreprise. Donc, je vais annoncer un bonus spécial pour tous ceux qui vont être inscrits à Magnétise ton histoire si vous voulez rejoindre Positionnement authentique par la suite. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours aussi m'écrire, puis on peut discuter de si c'est un bon move pour vous. Donc, pour vous inscrire à Magnétise ton histoire, aime-ta-marque.com/magnétise, M-A-G-N-E-T-I-S-E. Et ben voilà, j'espère vous y voir. Et sur ce, ben, je vous laisse avec la réflexion d'aujourd'hui. Je voulais profiter de cette matinée pluvieuse aujourd'hui pour venir vous parler d'un sujet que je pense important, surtout en tant que femme entrepreneur. C'est notre perception de notre valeur. Puis, je le sais, syndrome de l'imposteur, on est des bonnes élèves en rémission bien souvent, puis tu sais, je le vois parce que, puis je suis une de ces personnes-là, on veut tout le temps aller chercher plus de certifications, plus de diplômes pour être sûr que on va être crédible parce qu'on peut pas être visible si on n'est pas crédible. Et là, ça crée toute cette espèce de complexe de la suréducation, la surconsommation d'informations aussi, pour être en mesure après ça de présenter nos services, présenter notre expertise, se présenter au monde puis dire comme voici ce que j'ai envie d'amener, ce que je voudrais, comment je voudrais être rémunérée. Puis bon, ça a des effets boule de neige sur un peu tout ce qui se passe dans notre entreprise, allant du pricing jusqu'à notre façon de packager nos offres, jusqu'à notre façon de même show up
comme ça sur les réseaux sociaux, de venir faire un live, d'écrire une publication sur LinkedIn. Bref, si vous vous reconnaissez là-dedans, laissez-moi savoir, parce que je pense que ça reste quand même une des grandes résistances qu'on rencontre comme femme. Pas juste comme femme naturellement, mais surtout comme femme, parce qu'on a été aussi systématiquement amené à douter de ce qu'on pouvait apporter à l'extérieur de certaines sphères d'activité comme s'occuper de la famille, être une bonne mère, une bonne cuisinière, une bonne ménagère. Okay? Donc, quand on arrive sur le monde professionnel, c'est normal que on ait ces doutes, c'est normal qu'on se demande ben, comment est-ce que moi je rentre dans ce grand système de la valuation, hein? Qu'est-ce que je vaux moi, surtout si comme moi vous avez des diplômes qui sont pas utile, entre guillemets. Hein, moi, j'ai étudié longtemps la littérature, j'ai étudié la philosophie, j'ai étudié l'histoire de l'art. À un moment donné, je me suis dit, OK, je vais m'en aller en psycho parce que, bon, on sait que quelqu'un qui fait un diplôme en psycho va terminer psychologue. Au moins, il y a une job au bout de tout ça. Mais il y a il y a un grand fossé qui est creusé souvent entre le système éducatif, l'université, tout ça, et le marché du travail. Puis ça a été un fossé qui a été difficile pour moi à remplir parce que, encore une fois, comme quelqu'un qui aimait beaucoup travailler dans l'abstraction, qui aimait lire, qui comprenait la valeur de la culture autour d'elle et tout ça, quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'est comme si toutes ces choses-là ne faisaient plus sens. Hein? Il n'y avait pas la même valeur de réfléchir à la place du mouvement Dada dans l'évolution de la pensée que de savoir ben qu'est-ce que tu es capable de faire pour nous là maintenant. Puis je pense que je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, cette transformation, cette transition entre moi, super imposteur, qui savait pas où me placer, introverti en plus de ça, qui avait pas nécessairement confiance dans ses skills ou dans ses aptitudes interpersonnelles, qui avait l'impression que la seule chose qu'on lui avait dit que on m'a toujours dit que j'étais bonne à l'école, que j'étais bonne à écrire et des choses comme ça. Fait que là, c'est comme ouais, mais une fois qu'on sort de ce contexte-là, à quoi ça sert, genre tout ça. Donc, mon entrée dans le marché du travail, ça s'est quand même assez bien passé. Je suis rentrée assez tôt dans ma vie, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, bon, je travaillais dans des industries un peu plus, je dirais, artistiques. Je travaillais dans le monde de l'édition, j'ai travaillé pour un magazine culturel pendant un certain temps. J'entrais les programmations de cinéma du journal Voir, ce qui était vraiment brain dead, mais cool. J'aimais full ça. Et ce qui est arrivé à un moment donné, c'est juste comme, ben écoute, genre, il faut que j'en vienne à l'évidence, travailler dans le milieu culturel, travailler dans le milieu des livres, je travaillais dans le milieu de l'alphabétisation, je travaillais dans des organismes comme ça. Tu sais, ça me remplit de joie, ça me remplit de satisfaction, mais ça va pas nécessairement remplir mes ambitions au niveau financier, puis au niveau, genre, de ce que je voulais faire plus tard, en professionnel. Puis pas que j'avais une idée très très claire de ce que je voulais faire plus tard, mais une chose était sûre, je voulais pas vivre en coloc jusqu'à ce que j'aille 35 ans. Pas qu'il y a quelque chose de mal à vivre en coloc jusqu'à ce qu'on ait 35 ans, mais dans mon historique familial, dans mon historique avec intergénérationnel autour de l'argent, c'était important pour moi d'avoir au moins, pour moi, genre, c'était le but, là, c'était de m'acheter une maison, de m'acheter une propriété. Une fois que j'allais avoir acquis ça, pour moi, j'avais l'impression, là, qu'il y avait comme quelque chose que j'allais avoir accompli dans ma vie. Fait que, tu sais, j'avais vraiment ça en tête, puis quand je travaillais dans le milieu culturel, ben, c'était presque impossible pour moi de voir comment est-ce que je vais arriver à faire suffisamment d'argent pour mettre une mise de fonds sur un appartement. À ce moment-là, j'étais pas en couple, je planifiais pas me marier, donc je planifiais faire ça seule, de façon très indépendante. Donc pour moi, c'était vraiment une question de qu'est-ce que je fais après ça avec les années que j'ai passées à étudier quelque chose qui va pas nécessairement me rapporter sur le marché du travail. Donc, je suis rentrée sur le marché du travail, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. À un moment donné, j'ai trouvé un poste dans une institution de gestion de risque, donc c'était comme les services financiers, plus spécifiquement des assurances, mais pour des entreprises. C'était du B2B à fond, je comprenais rien là-dedans, j'avais aucune idée de quoi on parlait, mais la personne qui m'a engagée avait confiance que j'allais rapidement apprendre, que j'étais assez débrouillarde, que j'avais, tu sais, j'étais une personne allumée, donc
Tout le reste, c'était juste, il fallait que j'apprenne un peu comment ça fonctionnait, puis j'allais apprendre sur le tas. Ce qui était génial, j'adore apprendre sur le tas, je suis une personne autodidacte, fait que, tu sais, pour moi, c'était pas un enjeu. Donc, quand je suis en mode apprentissage, puis je suis sûre que c'est la même chose pour vous, tu sais, quand vous êtes en mode apprentissage, quand on est en mode apprentissage, ben il y a quelque chose de vraiment satisfaisant, surtout si on était des bonnes élèves, tu sais, parce qu'on suit les règles, on réussit. Après ça, ben on nous donne un peu plus de latitude, un peu plus de liberté, on a des wins qui s'accumulent, puis là, ça crée une certaine confiance professionnelle. L'affaire qui est arrivée dans mon histoire à moi, c'est qu'à un moment donné, j'étais encore prise dans ces espèces de schémas où est-ce que c'est comme, OK, ben, ça se passe bien, mais quelles sont mes ambitions maintenant? Est-ce que je veux continuer à croître dans le corporatif? Qu'est-ce que ça va me prendre pour arriver là? Puis, je me suis tournée vers, naturellement, ben, l'éducation. Donc, j'ai fait un autre diplôme. J'ai fait un certificat en rédaction professionnelle parce que j'étais comme, OK, je sais écrire, mais tu sais, j'écrivais beaucoup, genre, de la fiction. J'écrivais pour l'université, hein, en point de vue académique. Puis là, je me suis dit, ben, OK, je vais écrire maintenant, mais pour les entreprises. Hein. Je vais travailler en communication, tu sais, parce que ça fait du sens avec ce que je faisais avant. Et donc, j'ai fait ce diplôme-là, puis après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais en faire un autre, parce que je vais faire un bac par cumul pour avoir un bac en marketing, parce que si j'ai un bac en marketing ou en administration, ben là, toutes les portes du milieu corporatif vont s'ouvrir. Donc là, j'ai commencé mon bac en administration des affaires à distance. Donc, je travaillais à temps plein. J'avais de plus en plus de responsabilités au travail. J'avais rencontré quelqu'un, donc je développais une relation amoureuse en même temps. J'étais en thérapie. Genre, j'étais comme à mon année 5 de thérapie. Genre, il y avait beaucoup de choses, genre, sur mon assiette au niveau, genre, développemental, je dirais. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait ce qu'aujourd'hui, je peux identifier comme être un burn-out. À ce moment-là, je pensais juste que j'étais fatiguée. Je m'entraînais 5 fois semaine, nanana. Je pensais juste que je rushais avec la transition dans le milieu professionnel. J'avais juste l'impression que c'était une crise identitaire, des choses comme ça. Mais maintenant, en rétrospective, quand j'y pense, je sais que c'était de l'épuisement. Et puis, tu sais, j'étais jeune, là, j'avais 26, 27 ans, genre, on se dit, ah, à cet âge-là, tu fais pas un épuisement, tu sais, t'es plein d'énergie, tu fais tout ça, mais justement, parce que je pense que j'étais, justement, si jeune, parce que j'avais tellement accompli en si peu de temps, y a personne qui s'est dit, OK, ben, je pense que c'est les signes d'un burn-out. À la place, on m'a mis sur un suivi de performance, il fallait que j'aille voir les RH, nanana, parce que ça influençait ma performance au travail. Soudainement, les gens disaient, on te reconnaît plus, t'es plus la même personne, nanana. Et là a commencé ce qui a été pour moi le moment le plus rempli de doutes de ma vie. Là où je me suis dit, je suis rentrée, j'ai réussi jusqu'à un certain point et me voici en train de tout perdre, en train de tout détruire ce que j'ai construit, en train de voir les gens autour de moi qui croyaient en moi se dire qu'ils se sont trompés sur moi. Puis ça a été vraiment, vraiment, ça a contribué à la dépression dans laquelle je rentrais petit à petit, genre, qui a été quand même assez... le burn-out a été quand même assez clair, et ensuite la dépression s'est vraiment installée par-dessus ça, où là, soudainement, c'est comme si j'avais perdu tous mes repères, je savais plus qui j'étais, on me disait des choses... tu sais, je voyais la déception dans le regard des gens, puis je me sentais tellement plein de honte, je me sentais humiliée, je sentais que, je me disais des choses comme, tu sais, je suis une fraude, genre, tu sais, toutes les affaires de l'imposture et tout ça. Et puis, c'était soutenu souvent par le contexte professionnel dans lequel j'étais. Tu sais, si t'es en observation de performance, je sais pas c'est quoi le terme, by the way, le terme RH pour ça. Si t'es en observation de performance, tu sais, t'as des visites, genre t'as des documents à remplir, on t'observe, on est constamment en train de te critiquer puis de donner du feedback, mais ce feedback-là, c'est pas un feedback dans lequel il y a du soin puis de la reconnaissance, c'est un feedback qui est comme « t'es pas assez bonne ».
t'es pas assez bonne, t'es pas la personne genre qu'on pensait que t'étais. Il va falloir que tu augmentes genre jusqu'à ce que tu sois là. Il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça pour te fixer, pour éventuellement être suffisamment digne de ce qu'on te paye. Puis ça a été vraiment un point tournant dans mon cheminement quand à un moment donné, la patronne que j'avais m'avait dit il me semble qu'on te paye assez. Est-ce que tu devrais pas être heureuse ici avec nous? Tu sais, puis là, j'étais comme, oh my God! Genre, ça n'a rien à voir avec le salaire. Ça a tout à voir avec comment je me sens là maintenant. Bref, tout ça pour dire que j'étais dans cette espèce de spirale négative où j'entendais des messages et je recevais des messages qui me racontaient une histoire à propos de moi qui était en dissonance avec ce que je comprenais de moi. Moi, j'avais toujours été la personne qui réussissait à l'école. J'ai été quelqu'un, genre, qui avait 3 jobs en même temps de façon l'université. J'ai gradué, genre, dans les tops de ma classe. Je recevais toutes les bourses, nanana. Et d'arriver comme ça, puis de dire comme, oh non, genre, finalement, tout le monde s'est trompé sur toi. Et de là, commencer à le croire. Vraiment, là, c'est comme le cauchemar, genre, du syndrome de l'imposteur, mais complètement, genre, concrétisé. Il y a un moment donné où, dans une de ces conversations, j'étais en train de pleurer, il y avait, genre, 2 adultes, comme, genre, 2 fois mon âge, qui me disaient que je devais changer, genre, parce que sinon, j'allais pas réussir, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu dans ma tête une voix qui disait « C'est pas moi ça. Elle parle pas de moi. Ce qu'elles disent ne fait pas de sens. » Tu sais, et j'ai entendu cette voix dans ma tête qui dit « Ce qu'elles disent ne fait pas de sens avec qui tu sais être. » Puis c'est là que j'ai compris que j'étais en train de me laisser raconter. On était en train, genre, de dire qui j'étais. On était en train de délimiter mon identité. On était en train de m'assigner une identité qui n'était pas la mienne. Mais parce que j'étais pas capable, justement, de dire non, voici qui je suis, voici ce que je suis capable de faire, voici ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Hein? Je suis en burn-out, je suis épuisée, tu sais, je sais pas comment faire. Tu sais. Voici comment je nomme toutes ces choses-là. Parce que j'étais pas capable de faire ça, ben j'étais vulnérable à me faire raconter par les autres. J'étais vulnérable à devenir genre la vérité que les autres disaient de moi. Puis pour moi, ça a été vraiment un moment genre de transformation intense parce que ça a été le moment où je me dis, c'est moi la seule personne qui est capable de me raconter. C'est moi la seule personne qui est capable de dire ce que je suis capable de faire, ce que je suis pas capable de faire, et toutes les raisons genre pour lesquelles je suis capable de faire quelque chose ou non, qu'est-ce que j'aime pas, et tout ça. Puis quand j'ai commencé à voir cette dichotomie entre, genre, d'un côté, il y a des personnes qui sont en train de dire des choses qui sont pas vraies, qui résonnent pas vraies dans moi, et d'un autre côté, je suis dans une situation très, très vulnérable. C'est comme si, à l'intérieur de moi, quelqu'un s'était soulevé, puis ça a dit comme, non, non, à partir de maintenant, c'est moi qui vais dire qui je suis. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir dire qui je suis à partir de ce moment-ci. Et là, j'ai commencé à... c'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai lancé Aime ta marque. Puis ce que je trouve intéressant, que peut-être personne réalise, mais tu sais, pour moi, Aime ta marque, le nom Aime ta marque, ça veut dire aime la trace que tu laisses. Aime ce que tu laisses derrière toi ou devant toi, ou tu sais, aime l'impact que tu as sur les gens parce que toi, tu laisses une marque comme personne, comme histoire. Tout le monde a une histoire, puis on la trace à travers notre vie, tu sais. Puis là, c'était l'opportunité pour moi de voir, c'est quoi cette trace que j'ai laissée? Donc, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai aidé les gens? Comment j'ai contribué à tout un tas de choses? Et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Hein? Quelle marque je veux laisser? Donc, c'est à la fois d'être en contact avec le passé, avec qu'est-ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, et avec le futur, qu'est-ce que j'ai envie de créer à partir de maintenant? Et là, ça a été de cette dépression, ce burn-out,
situations où il y avait de l'abus psychologique, là, tu sais, j'en parle souvent à couvert parce que je veux pas nécessairement rentrer dans les détails puis pointer du doigt des personnes, mais en rétrospective, j'étais chanceuse d'avoir une amie euh, dans dans le département dans lequel je travaillais qui était capable aussi de m'envoyer un reflet, mais bref. Je me suis dit, à partir de maintenant, c'est moi qui me raconte. Et là, c'est là que l'entreprise a été créée, que j'ai commencé à créer mon brand, que j'ai commencé à être intentionnelle dans la marque que je voulais laisser. Puis je pense que c'est important dans notre réflexion au propos de notre valeur parce que quand on réfléchit à notre marque, à notre brand, à ce qu'on représente, tu sais, souvent on va juste le lister comme ah, j'ai un diplôme justement en administration ou en marketing. Ah, j'ai travaillé pour telle entreprise. Blablabla. Puis là, on est en train d'externaliser cette valeur vers des choses qui sont pas nécessairement euh, liées avec notre identité propre. Un diplôme, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça veut dire sur toi? Hein? Une expérience de travail, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça veut dire sur toi et sur ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu as voulu laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser maintenant? Et à partir de là, ben, on peut commencer à construire et déconstruire les différentes histoires qui font partie de nous. Hein, comme par exemple de déconstruire par exemple l'histoire de dire j'étais pas bonne à l'école, par exemple, donc je serai jamais une communicatrice. Hein, j'étais pas bonne en français, je savais pas faire des présentations orales, donc je ne suis pas une bonne communicatrice. Ce qui était une autre histoire que je me racontais. Je me racontais, je suis tellement bonne avec l'écrit, mais je suis pas bonne à l'oral. Donc je m'empêchais de faire des vidéos, je m'empêchais d'aller sur des podcasts, je m'empêchais de faire des choses comme ça parce que je me disais, il faut que je sois meilleure avant de pouvoir faire ce genre de choses-là. Alors que quand je regarde mon historique, quand je regarde aussi tout ce que j'ai réussi à accomplir et quand je vois le reflet aussi positif de certaines autres personnes, c'était complètement faux. Je suis très capable de m'exprimer verbalement. C'est juste que j'avais peut-être besoin d'un peu de pratique, peut-être un peu plus d'opportunités ou peu importe. Donc, pour moi, me réapproprier hein, ce pouvoir sur mon histoire, me réapproprier cette perspective, hein, c'est de se remettre dans la perspective centrale de dire, quand je suis intentionnelle par rapport à mon identité, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux laisser, comment je veux la décliner, cette identité-là, et, et qu'est-ce que je représente aussi pour les autres. Puis c'est là que ça devient intéressant de réfléchir au brand et à la valeur, parce que, encore une fois, on est toujours en interaction. On est toujours en train de laisser quelque chose aux autres, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues, que ce soit nos clients. Et là, c'est d'être très, très, très honnête et ouvert et conscient de là où on laisse les histoires des autres nous définir. Donc, pour moi, reconnecter avec ma valeur. Puis la façon dont je travaille aussi avec mes clients pour qu'eux puissent reconnecter avec la valeur, ça passe inconditionnellement par reconnecter avec notre histoire. Reconnecter avec quelle partie de notre histoire on a démonisé, quelle partie de notre histoire on a laissé derrière parce qu'on trouvait que c'était pas important, quelle partie de notre histoire on a dit « Ah non, ça faisait pas de sens, c'était dans le temps où est-ce que j'étais une idéaliste, puis que j'étudiais les littératures, puis que ça servait à rien, puis nanana. » Comment est-ce que ça m'a formé? Comment est-ce que ça m'a amené aujourd'hui? Comment est-ce que ça a de la valeur intrinsèque dans mon histoire? Puis moi, ma théorie, puis mon hypothèse, puis ma façon de l'expérimenter, c'est que ça a toujours du sens. Puis si vous écoutez mon podcast, vous savez qu'une de mes 2 questions préférées quand j'ai une nouvelle invitée, c'est premièrement, je le demande qu'est-ce que ça veut dire l'ambition pour toi. Donc, c'est une question qui est souvent ouverte vers le futur, vers une conceptualisation du succès. Mais ma deuxième question préférée, c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Parce que dans cette question, il y a tellement de richesse, parce qu'on est capable de faire de mettre un point hein, sur la ligne du temps de cette personne, la ligne du temps psychologique de cette personne, et de mettre un autre point là où elle est aujourd'hui et de faire comme « Wow! Qu'est-ce qui était en train de bourgeonner à ce moment-là qui est en train d'éclore aujourd'hui? » Puis c'est ça, se réapproprier son histoire. C'est de voir où étaient les bourgeons à travers cette histoire-là, où étaient les fleurs qui ont éclos, où étaient les différents points genre de la transformation qui
quand on les relie tous ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse une trace, ça fait une marque. Et ça, c'est le cœur du brand qu'on développe en tant qu'entrepreneur et le cœur de la valeur qu'on transmet aux autres. Je vous raconte tout ça parce que justement, j'avais stipulé que le mois d'août dans Aime ta marque, c'est le mois du storytelling. Je vous ai raconté un petit peu cette histoire qui est mon histoire de transformation où mon entreprise m'a permis aussi d'être une de ces fleurs qui éclot. Et un bourgeon, qui sait, je sais pas ce qui se passe dans les 20-30 prochaines années pour moi, mais c'est sûr que pour moi, cette partie de mon histoire qui aurait pu être vécue, conçue, perçue comme un de mes grands échecs professionnels, a été le bourgeon vers une réappropriation de mon identité, une réappropriation de ma valeur et aussi de ce que je voulais laisser dans le monde. Et là, je suis en train de créer de la valeur jour après jour, tu sais, pour celles qui veulent elles aussi se réapproprier leur histoire. Fait que cette histoire de marque, cette mythologie personnelle que vous portez, c'est fondamental, selon moi, au positionnement qu'on met en place. Puis quand on parle de positionnement, on parle aussi de pricing, on parle d'offres, on parle genre de messages, on parle de la façon dont on veut se présenter. Puis souvent, ce que je remarque, c'est que ce positionnement, des fois, il n'est pas aligné avec notre histoire. Il est aligné avec l'histoire de d'autres personnes. Il est aligné avec ce que nos parents voulaient qu'on fasse. Il est aligné avec ce que nos professeurs d'université ont dit qu'on devrait faire. Il est aligné avec ce que notre coach en lancement d'entreprise nous a dit qu'on devrait faire parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent et tout ça. Et quand on se désinvestit de notre histoire, on se désinvestit de notre pouvoir et c'est très difficile après ça de laisser une marque qui fait sens pour nous, pour les autres. Donc c'est pour ça que le côté storytelling, le côté histoire, c'est tellement, tellement important quand on veut laisser des marques conscientes, quand on veut créer des marques conscientes et quand on veut ensuite les utiliser pour faire changer les choses, soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Donc j'en profite pour vous inviter à la série de masterclass que je donne à partir du 19 août, Magnétise ton histoire. On va parler d'histoire de marque, on va parler de mythologie personnelle, on va parler aussi de c'est quoi le lien avec la vente, avec la conversion, avec le contenu. Parce que justement, encore une fois, c'est quand on est capable de se réapproprier de tous ces éléments-là dans l'entreprise qu'on peut avoir un impact qui feel intègre, qui feel aligné avec nous, qui feel que on n'est pas en train de se dénaturer, on n'est pas en train de créer quelque chose qui est comme un peu alien à nous. Et ça, pour moi, c'est un signe qu'on va pouvoir perdurer dans cette entreprise, que ça va être une entreprise pérenne et qui va viser la longévité en plus de la profitabilité, naturellement, mais vraiment que c'est pas quelque chose qu'on va, dans 3 ans ou 2 ans, complètement genre désinvestir parce qu'on est comme c'était pas moi, c'était pas lié avec ce que je voulais faire, c'était juste comme la vie de quelqu'un d'autre que j'étais en train de vivre encore, prison dorée dans nos propres entreprises. Donc, pour vous inscrire, Magnétise ton histoire, le lien est dans la bio, aimetamarque.com/magnétise, si vous voulez l'écrire dans votre navigateur. Et je serais vraiment intéressée à savoir c'est quoi le lien avec votre histoire, comment vous vous réappropriez votre histoire. Est-ce qu'il y a des morceaux de votre histoire que vous avez encore de la difficulté à intégrer ou à ramener à vous, parce qu'il y a beaucoup... On s'aliène de beaucoup de parties de nous. Puis une partie du travail que je fais aussi beaucoup, c'est de enlever la honte autour de ça, unshame des parties de notre histoire qui sont tellement fondamentales dans les personnes qu'on devient aujourd'hui. Donc voilà, merci d'avoir été là et j'espère vous voir à Magnétiser ton histoire. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Bye! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.